Bien, voilà mes chers amis. Alors, avant de continuer la deuxième partie du premier chapitre, je vais vous faire un petit schéma. Je suis occupé à tester, de quoi faire des schémas, ce qui pourra éclaircir certains éléments qui, ou sinon, resteront dans l'obscurité. Alors, je vais lancer mon bloc de dessin. Un petit instant, c'est pas le voilà. Bon. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? On est occupé à euh, étudier l'action humaine consciente. Là, je vais mettre le conscient. Voilà, je vérifie si c'est lisible. Ben oui. C'est le problème, c'est que il faut que voilà, parfois c'est lisible, parfois c'est pas lisible. Alors ici, d'un côté, nous avons des motifs. Les motifs qui sont censés déterminer notre action. Vous avez aussi les mobiles, mais on ne va pas en parler ici. Alors dans les motifs, je vais mettre tout en dessous les pulsions, les instincts, voilà. Attention, les instincts, ça n'a rien de péjoratif, au contraire, c'est une grande sagesse. Le tempérament. Il y a des colériques, des mélancoliques, tempérament, etc. Alors, nous avons s'appuyer le caractère, c'est ce qu'on va étudier dans la vidéo. Caractère, pardon, il faut que je m'habitue, c'est pas facile du tout, vous me faites souffrir. Et ici, grand point d'interrogation, le moi, qui quoi recouvre tout ça, c'est toute une organisation et qui s'ouvre vers le haut, etc. Donc ça, c'est la zone des motifs, l'action humaine, le conscient, et puis je résume l'inconscient. En notant bien que le conscient provient de l'inconscient et non l'inverse. Voilà, grosso modo, on en est là. Alors, la question, c'est de savoir maintenant, avant de déterminer ce que c'est la liberté, il faut connaissance. C'est pour ça qu'un des deux piliers du livre, c'est l'étude du processus de la connaissance de l'être humain, connaissance de l'homme et du monde. Donc ça, c'est une des deux questions que pose Rudolf Steiner au début, si vous vous souvenez bien, de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais encore dire là-dedans? Je voulais dire des choses importantes. Liberté, connaissance. Alors, liberté concernant le vouloir. Et nous avons vu que il y a une hiérarchie de différentes actions. Par exemple, l'amour de l'autre, amour de l'autre, l'amour, le pompier qui sauve, pompier sauveur, qui sauve quelqu'un,
faire ses courses au GB. Au GB. On a ici, on a en dessous l'alcool. Pour l'alcool, je vais mettre la sexualité. Toutes ces actions, on peut dire qu'il y a une hiérarchie de ces actions, l'amour de l'autre, la compassion, la pitié, la compassion. À l'époque de Steiner, on parlait du patriotisme. Maintenant, on parlerait peut-être de, je sais pas, l'universalisme, sauver Willy. Donc voilà. Ici, la liberté, il faut trouver la définir. Définition. Et aussi définition de la liberté. L'acte de connaissance. Ça, c'est très très important puisque c'est ça qu'on va voir. Mais en tout cas, les philosophes ont mis dans le même sac tous les motifs d'action, tous les types d'action. Alors, liberté du vouloir. Donc, c'est ça qu'on doit étudier. La définition de la liberté, moi, je l'ai vu d'abord comme un dynamisme. Une dynamique. Un devenir. Un devenir. Devenir. Attention, un acte conscient n'est pas forcément un acte libre. Alors, une dynamique, un devenir. Donc, on n'est pas libre en soi, on porte en soi le germe de la liberté si on ne le développe pas. En tout cas, peu importe la définition qu'on en a pour l'instant, on ne peut pas l'atteindre, puisque je vais montrer dans le schéma, les motifs ici sont déterminants pour l'action humaine, consciente ou inconsciente ou entre les deux. Donc développer le conscient et pénétrer dans l'inconscient, essayer de pénétrer dans l'inconscient. Bon, ce sont des petits schémas improvisés. J'espère que ça aidera pour la suite des opérations. Je vais tout de suite prendre mon livre. Et je sais on est arrivé. Excusez-moi, je reprends un petit peu de liberté parce que c'est très, 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 très contraignant de faire ça. Vous voyez, pour le faire, il faut vraiment que je me dise bon. On a étudié la libre nécessité de notre nature. Dieu n'est pas contraint, il est libre, libre nécessité. Par contre, l'être humain est déterminé. Ça, on s'est arrêté à Spinoza. Alors, je vais repasser, je vais vous montrer ma petite tête. Et nous allons aborder le paragraphe 1.4. 1.4. Edward van Hartmann, à qui je pense d'ailleurs était dédiée la philosophie de la liberté, puisque je pense que c'était un philosophe que Steiner appréciait très particulièrement. Il lui a envoyé ses manuscrits, il est en contact avec Edward van Hartmann. Et lui affirme que le vouloir humain dépend principalement de deux facteurs, le motif et le caractère. Alors, si on considère des hommes semblables, c'est-à-dire moi et moi,
avec des différences non négligeables, le vouloir paraît déterminé du dehors par les contingences extérieures. Donc, Van Hartmann pense que si nous acceptons une représentation ou une idée pour en faire un motif d'action, c'est que nous ne procédons point arbitrairement, mais toujours et nécessairement selon les dispositions de notre caractère. Nous ne sommes donc absolument pas libres. Et voilà, ici encore, l'auteur néglige de distinguer entre les raisons d'agir qu'on accepte après un examen approfondi et puis celles que l'on subit. Donc la notion de contrainte est quelque chose de très important. Parce qu'un idéal peut agir avec une très forte contrainte. Et dans ce cas-là, on est loin d'être en face d'un acte libre. Bien. 1.5. Une action résultant d'un motif conscient. Donc on arrive au point de vue que Steiner adopte dans le livre. Je le redis. Est-il permis de poser le problème de la liberté et de la volonté humaine d'une manière unilatérale et isolée? Sinon, à quel autre problème doit-on le rattacher? Si on admet une différence entre les motifs conscients et les impulsions inconscientes, une action change de valeur selon qu'elle est déterminée par les premiers ou selon qu'elle obéit à une passion aveugle. Commençons donc par analyser cette différence. La réponse que nous trouverons nous fournira les bases indispensables à l'examen du problème de la liberté. Que faut-il entendre par connaître les raisons d'agir? Eh bien, le problème des philosophes, c'est qu'ils ont négligé un peu cet aspect de l'être humain qui est un tout indivisible. Ils regardent d'un côté l'être pensant et de l'autre côté l'être agissant. Mais ils éliminent celui qui importe avant tout, l'être agissant en connaissance de cause. Donc ils tournent un peu en boucle, ils pointent toujours du doigt la même chose, différence entre une action consciente et inconsciente, différence entre une action dont on connaît les causes, dont on a étudié les causes, et l'action dont on n'a pas étudié les causes, dont on n'est pas conscient des causes. Donc conscience, je l'ai mis dans le petit schéma avant. Donc résumé de 1.5. Action résultant d'un motif conscient. En faveur de la liberté, nous avons, plutôt que de suivre une envie aveugle, aveuglément, nous allons agir selon un motif conscient. Et contre la liberté, on peut remarquer que le connaissant a été séparé de l'acteur. Nous ne faisons pas toujours ce que nous savons devoir faire. J'ai écrit une phrase extraordinaire là. J'espère que vous avez mieux compris que moi. Donc ça c'était 1.5, action résultant d'un motif conscient. 1.6, liberté lorsque nous nous plaçons sous contrôle d'une décision rationnelle. Alors 1.6, je lis la phrase de début. On dit, l'homme est libre lorsqu'il agit par raison plutôt que sous l'emprise d'impulsions instinctives. Ou encore, être libre, c'est pouvoir en toute occasion déterminer nos actes et notre vie en fonction du but à atteindre et ces décisions que nous avons prises. On a l'impression parfois de tourner en boucle là. Ce sont des affirmations sans valeur. On en revient de nouveau à ça, de savoir si la raison, les buts, est-ce que les buts et les décisions imposent à l'homme une contrainte aussi irrésistible que celle des besoins instinctifs? Donc il faut bien comprendre que c'est une question de contrainte.
L'enfant qui tette sa mère, qui a soif, qui a besoin de boire, qui pleure, qui hurle, il agit sous la contrainte de ses impulsions instinctives. Mais il n'y a pas que les impulsions instinctives qui peuvent être contraignantes. Il y a le milieu social. Même si la valeur morale de cette impulsion qui provient du milieu social est tout à fait valable, elle peut être contraignante. Il va bientôt rester plus rien de l'être humain là-dedans. Enfin, en tout cas, l'être humain tel que nous sommes. 1.7. Autre maxime. Alors là, c'est assez fort, c'est presque drôle. Être libre ne signifie pas pouvoir vouloir ce que l'on veut, mais pouvoir faire ce que l'on veut. Et là, il parle du philosophe Robert Hammerling. Certes, l'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut, car sa volonté est déterminée par des motifs. Pas libre de vouloir ce qu'il veut? Examinons de plus près le sens de cette proposition. La liberté du vouloir devrait-elle consister à vouloir une chose sans motif ni raison? C'est un vouloir qui n'a pas de motif, qui n'a pas de raison. Sans motif déterminant, le vouloir resterait une simple faculté latente, enfin bref. Là encore, on en revient toujours à la même chose. Il n'est question que de motifs en général. Il n'est pas fait de différence entre motif inconscient et motif conscient. Or, dès qu'un motif plus impératif que tous les autres exerce sur moi une pression à laquelle je ne puis me soustraire, l'idée de la liberté a perdu toute signification. On revient toujours à l'idée de contrainte. Dès que ça devient contraignant, que ce soit un motif conscient ou inconscient, ou un motif plus impératif que tous les autres, waouh, la liberté s'en va. Là, il y a une phrase très importante qui, à mon sens, est essentielle. Il ne s'agit pas de savoir si l'homme peut ou ne peut pas mettre ses desseins à exécution, mais de comprendre comment ces desseins naissent en lui. Comment naissent en moi ces motifs, au fond? D'où est-ce qu'ils proviennent? Et comment ils naissent en moi? Et tout ça, pour le savoir, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut connaître. Donc, il faudra étudier la première colonne dont on parlait tout au début. Est-ce qu'on peut se faire une idée de l'être humain de telle sorte qu'on trouve en lui, etc., un point d'appui inébranlable? Parce que ça, j'en aurais besoin pour comprendre comment ces motifs et les dessins et les mobiles naissent en moi. Donc c'est une proposition d'autoconnaissance. Connais-toi toi-même, mais tu connaîtras le ciel et les dieux. Je résume. 1.7. Libre de faire ce que l'on veut. En faveur de la liberté. Être libre ne signifie pas pouvoir déterminer ce que l'on veut, mais pouvoir faire ce que l'on veut. Ça tourne bizarre. Contre la liberté. Si je m'accorde avec un motif et que je suis obligé de le suivre parce qu'il s'avère être le plus fort dans son genre, alors la pensée de la liberté n'a plus aucun sens. Donc, libre de faire ce que l'on veut. 1.8. Volonté spontanée et non conditionnée. Il va de soi qu'une action n'est jamais libre tant que son auteur ignore pourquoi il l'accomplit.
Mais que se passe-t-il lorsque les causes d'une action au contraire sont connues? On en est arrivé là plusieurs fois. Contrainte ou non contrainte. Cause d'une action connue, inconsciente ou consciente. Et ça nous ramène à la question, je vous le disais. Qu'est-ce que la pensée? Quelle est son origine? Tant que nous n'aurons pas compris en quoi consiste l'activité pensante, nous serons incapables de savoir ce que signifie connaître quelque chose. Il faut se mettre au clair avec l'acte de connaissance, avec la pensée. On ne saura même pas ce qu'est une action si on n'a pas analysé ce qu'est la connaissance. Par contre, lorsque nous aurons établi ce qu'est la pensée, nous verrons clairement le rôle qu'elle joue dans l'action humaine. « 1.9 » Là, on monte d'un cran parce qu'on va passer à la connaissance des raisons. Est libre une action dont les raisons sont connues. Bon, il ne veut pas dire, quand il prétend qu'il faut connaître la pensée, que seuls sont valables les actes qui découlent d'un jugement abstrait. Bien au contraire. Mais même l'amour, la compassion, la pitié, etc., sont des mobiles qui ne se réduisent pas à des concepts abstraits. On prétend que dans le cas de l'amour, la compassion et tout ça, que ce sont les sentiments, le cœur qui tiennent le rôle principal, mais en fait, le cœur et le sentiment ne sauraient créer, eux tout seuls, des motifs d'action. Où vont-ils trouver leurs motifs d'action? Ils ont besoin de la pensée pour les faire entrer dans leur sphère. La pitié, par exemple, ne peut s'emparer de mon cœur que si j'ai en ma conscience la représentation d'une personne malheureuse. Et c'est ici qu'il va prononcer cette phrase moult fois reprise par moult personnes. Le chemin du cœur passe par la tête. Et cette phrase va trouver tout son sens dans la suite du livre. Même l'amour ne fait pas exception à cette règle. En amour, on a l'expression de l'instinct sexuel. On cesse d'être dans la sphère des instincts sexuels. On a besoin de la représentation de l'être aimé. On a besoin d'ouvrir les yeux à l'idée que représente l'être aimé. Ça me trouble, c'est troublant, hein, non? L'amour. Un dicton prétend que l'amour rend aveugle aux faiblesses de l'être qui nous est cher, mais on peut très bien retourner la chose et dire que l'amour ouvre les yeux pour ses qualités. Et là, je ne sais pas si vous remarquez petit à petit, tout au long de ce chapitre, on s'est élevé dans les motifs d'action, dans les buts, dans le type d'action. Ici, on en arrive à l'amour et à la compassion comme motif suprême de l'action. Enfin, suprême, en tout cas plus élevé que l'enfant qui cherche à téter le sein de sa mère. Sous quelque aspect que l'on examine le problème, on en revient toujours à dire que pour comprendre l'action humaine dans son essence, il faut d'abord connaître l'origine de la pensée. C'est donc ce problème que nous allons étudier en premier lieu.